Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les membres du gouvernement ont poursuivi ce mercredi leur descente au Palais du Peuple, question de présenter les civilités au speaker de la Chambre basse du Parlement, car la plupart d'entre eux sont l'émanation de l'Assemblée nationale où ils siégeaient comme députés. C'est le cas notamment du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Évariste Bochap. Les caucus des députés de l'Ituri ont aussi pris langue avec Aubin Minakou. Le condensé avec Laïn Boufandoumbongo. Les caucus de parlementaires de l'Ituri en province orientale revendiquent leur participation au gouvernement Matata II. Ils l'ont fait savoir ce mercredi 17 décembre 2014 au cours de leur audience avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. C'était pour présenter notre regret et notre déception parce qu'aucun membre de l'Ituri ne se retrouve dans le gouvernement de la cohésion nationale. Et c'est ainsi que nous avons vu le président, on a échangé et il nous a promis, il a dit que la chose sera corrigée. Par ailleurs, les échanges entre le président de la Chambre basse du Parlement et les membres du gouvernement Matata II plantent les décors de la continuité d'une collaboration interinstitutionnelle. En effet, après la prise des commandes de son ministère, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bochap, a rencontré ce mercredi le président de la Chambre basse du Parlement, Aubin Minakou. Vous savez que l'Assemblée nationale, c'est l'écrasé de la démocratie. Dans le programme qui m'est assigné, vous avez suivi particulièrement les discours du président de la République sur l'état de la nation. Il doit y avoir plusieurs réformes. Mais les réformes législatives ne peuvent pas s'imaginer sans l'appui et sinon l'accord de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi je suis venu présenter mes civilités au président de l'Assemblée nationale. Avoir en quelque sorte sa bénédiction pour que nous puissions entamer ces réformes qui sont importantes pour la démocratie dans notre pays. Il en est de même du ministre du Tourisme, Elvis Moutiri. Le président national de l'Union des Républicains, Norbert Louyeye, a tenu une conférence de presse au siège de son parti à Ndjili après les discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Lucie Mamba, Eric Izami. Réagissant au discours du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, prononcé le 15 décembre 2014 à la Nation devant les deux chambres réunies en congrès, l'Union des Républicains s'étonne d'entendre de la bouche du chef ceci. L'Union des Républicains est surpris d'entendre par la bouche de M. Joseph Kabila qu'il a besoin de recevoir des suggestions, des avis et des conseils, mais pas des injonctions étrangères. Et pourtant, il a toujours eu des avis et conseils dont le dernier était sur l'accord cadre qu'il a signé en âme et conscience. Mais il ne tient pas compte. Par conséquent, l'Union des Républicains promet d'organiser bientôt une marche pacifique. L'Union des Républicains va lui répondre dans la rue. Une marche sera organisée le 23/12/2014 sur le boulevard Lumumba. Reste à savoir si une autorisation y afférente sera accordée à cette marche projetée. Le nonce apostolique Monseigneur Adolfo Tito Ilaya, accompagné des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, ont effectué du 11 au 14 décembre 2014 une visite pastorale des réconforts et des paix à Beni et à Butembo dans la province du Nord Kivu. Sur place, une grande messe a été dite à Beni en présence des autorités locales et de plusieurs fidèles. Sylvie Fortuné Mboula, commentaire. C'est une visite pastorale de réconfort et de paix qu'a effectué le nonce apostolique Monseigneur Adolfo Tito Ilana et une délégation de la SENCO composée de Messeigneur Nicolas Djomo, président de la SENCO et évêque de Tchoumbé, François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, Théophile Kaboy, évêque de Goma et les autres. L'évêque de Beni Butembo, les prêtres religieux, religieuses ainsi que les autorités civiles et militaires les ont réservé un accueil chaleureux. Le cortège s'est ensuite rendu dans la paroisse Saint-Esprit de Oicha pour un moment de recueillement à l'église. Le vendredi 12 décembre 2014, une grande célébration eucharistique a été célébrée à Beni en présence des autorités de la ville et de plus de 4000 fidèles. Dans
son homélie prononcée en Swahili, le représentant du pape en RDC a donné aux fidèles les raisons de sa présence à Beni et Butembo et en même temps exprimé son souhait de voir la population de ces deux villes vivre dans la paix. Je suis venu personnellement, on a décidé, au nom de Saint-Père, afin que la communauté, la population de Beni et aussi Butembo sentent que le pape est très proche à eux dans ce moment d'épreuve, dans ce moment de souffrance. Ce n'est pas seulement qu'ils souffrent, aussi nous, et spécialement les Saint-Pères. Donc ça, c'est la raison pourquoi nous sommes venus ici. Le Saint-Père, il n'oublie pas, il n'est pas insensible à ce qui se passe ici. Après la messe de Beni, le vendredi matin, le 13 décembre, le nonce apostolique et la délégation de la SENCO ont pris la route pour Butembo, où elle a été accueillie à l'entrée de la ville par le maire après la célébration eucharistique, où le nonce apostolique a réitéré le message qu'il a donné à Beni. La visite s'est clôturée par une soirée organisée chez les religieuses de la congrégation de Sœurs de Notre-Dame. À Kinshasa, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Bienvenu Liota, a conféré mercredi avec le gouverneur du Kasaï occidental, Alex Kandé. Ils ont parlé de la problématique de l'exploitation forestière dans cette province. Le ministre a aussi reçu l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Michel Dumont. Il était question de la coopération sur le plan environnemental entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. Nadia Koulin-Fouka, reportage. C'est fut une journée bien chargée pour le ministre de l'Environnement et Développement durable, Bienvenu Liota. En effet, il a échangé à tour de rôle d'abord avec les gouverneurs de la province du Kasaï occidental, Alex Kandé, qui est venu les féliciter pour sa nomination à la tête de ses ministères, mais aussi lui faire part de la problématique de l'exploitation forestière dans sa province. J'ai été en voyage d'itinérance dans un autre territoire, dans le territoire de Moueka, qui contient aussi une bonne partie de cette forêt. Moi-même, j'ai assisté à ce spectacle désolant de voir des arbres tomber, vieillir et tomber d'eux-mêmes. C'est vraiment triste, alors que nous pourrons mettre en place un programme de reboisement. Et pour le mettre en place correctement, je crois qu'il faut confier une bonne partie de l'exploitation forestière à des entreprises responsables. Ensuite, Bienvenu Liota a conféré avec Jean-Michel Dumont, ambassadeur de l'Union européenne au Congo démocratique. Les deux personnalités ont passé en revue la question des coopérations entre la RDC et l'Union européenne dans les secteurs de l'environnement. Je crois que nous sommes, Union européenne et République démocratique du Congo, d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que tout d'abord, la question du réchauffement climatique est une question vitale pour l'humanité et particulièrement importante pour la République démocratique du Congo et pour ses habitants. Jean-Michel Dumont a félicité la RDC pour sa participation à la conférence des Lima qu'elle co-préside. La Cour militaire de Kinshasa, siégeant en audience foraine dans une affaire de meurtre, a confirmé en appel mardi 16 décembre la peine capitale retenue en charge du sergent-major Kasongo par les tribunaux militaires de garnison Kinshasa-Ngaliema pour meurtre. Par contre, elle a acquitté les renseignants lieutenant Tolito, transférés en prévenu pour non-dénonciation d'une infraction. Sylvain Kapombo-Bosengele. Les deux prévenus à la barre ont été condamnés par les tribunaux militaires de garnison d'Ngaliema, l'un à la peine capitale pour meurtre et l'autre à la peine de servitude pénale principale de 10 ans pour non-dénonciation à une infraction commise par un justiciable. On retiendra des faits que le sergent-major Ngoï Kasongo avait abattu à l'aide de ses armes Galil et AKM-74 un jeune homme à la hauteur de l'état-major général alors qu'il montait la garde. Le lieutenant Tolilo, cité dans cette affaire comme renseignant, a été transformé par le ministère public en prévenu, estimant que ces témoignages n'honoraient pas la justice. Au cours de cette audience en appel, la Cour a examiné profondément ces dossiers et a décidé d'acquitter ses renseignants. Statuant à nouveau quant à ce défaisant, ce qu'elle aurait dû faire au premier juge. Dit nul et non avenu les condamnations prononcées à l'encontre du lieutenant Tolilo et Bengo et ordonne sa relaxe. Mais la charge retenue par le premier juge à l'encontre du sergent-major Ngoï Kasongo a été confirmée par la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Dit par contre, établit en fait comme en droit l'infraction de meurtre mise à charge du prévenu Ngoï André et les condamne et ses chefs à la servitude pénale à perpétuité
avec admission de circonstances atténuantes liées à son jeune âge, à sa délinquance primaire et au manque d'expérience dans le métier des armes. Ordonne sa dégradation. Il faut dire que l'opération Lukofi continue à frapper fort les éléments jugés indisciplinés au sein de l'armée nationale. Aux autres d'en prendre garde. Nous allons nous rendre momentanément en province pour vous dire qu'en tournée de 3 jours dans la province orientale, Madame la caissière adjointe de la Commission électorale nationale indépendante, Micheline Billet, est allée remettre 9 véhicules de marque Mercedes destinés à acheminer les différents matériels et documents électoraux dans cette province de la partie de la République démocratique du Congo. Le commentaire est de Nadia Koulafouka. La Commission électorale nationale indépendante s'emploie déjà à affronter les élections à venir en RDC. Pour ce faire, Madame le questeur adjointe Michel Billet a séjourné 3 jours durant dans la province orientale. Sur place, elle a remis 9 camions de marque Mercedes qui vont servir à acheminer les différents matériels et documents électoraux. Ces engins vont servir non seulement au déploiement des kits électoraux, mais aussi à leur ramassage. Ces véhicules sont destinés au travail du processus électoral et géré directement par les CEP. Il importe qu'ils soient bien gérés et utilisés pour répondre aux soucis d'efficacité qu'exigent les contraintes logistiques. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI, province orientale, a personnellement réceptionné ces charrois automobiles et a promis d'en faire bon usage. Pour boucler sa visite, la questeur adjointe est allée visiter l'entrepôt de la CENI où sont stockés les documents électoraux 2006-2011 destinés à la destruction. À Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda a conféré avec une délégation de l'entreprise minière et RNC. Cette entreprise compte poursuivre les activités dans la province du Katanga en République démocratique du Congo. Natacha Bomongo pour la suite. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda, s'est entretenu avec une délégation de NRC, entreprise minière conduite par M. Alex Van Hocken, président du groupe Evasion Natural Resource Corporation. Donc nous sommes ENRC, nous travaillons principalement au Katanga, nous avons 3 mines en production, nous produisons 130 000 tonnes de cuivre par an avec 12 000 employés dans notre solde et donc nous investissons aussi dans le secteur social, les infrastructures et nous sommes ici venus payer nos respects à son Excellence et lui réassurer notre volonté de continuer à investir dans le pays et donner notre soutien au peuple congolais. À l'issue de l'entretien avec le chef de la diplomatie congolaise, M. Alex Van Hocken a déclaré que le but de cette rencontre est de réaffirmer l'engagement de son entreprise à investir en République démocratique du Congo. Et puis 120 avocats du barreau de Kinshasa-Matete ont été à l'école de formation sur le droit au WADA. Ces assises organisées dans le but de renforcer les capacités de ces professionnels de droit ont été sanctionnées mardi par la remise de certificats aux apprenants. Lydia Elambo, Sylvain Kapombo Sengele. Toutes nos excuses pour la qualité du son de ces reportages. En éducation, le Premier ministre Matata Ponyo, accompagné de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU en matière de l'éducation, Gordon Brown, a lancé l'initiative Help for School, une pétition mondiale en faveur de l'éducation. Objet de la pétition, scolariser des enfants qui n'ont pas accès à l'école. Patricia Molengombo-Lekouli, Hugues Moussangilay. Au total, 4500 enseignants vont bénéficier du projet UNESCO CEFIT, projet qui vise à améliorer la qualité de l'éducation en République démocratique du Congo dans l'optique de la réalisation des objectifs éducation pour tous et des objectifs mondiaux du millénaire. Ce projet est conçu par le ministère de l'enseignement primaire et secondaire pour la simple raison qu'il a été constaté un manque de professionnalisme au niveau des enseignants et ces faiblesses sont ressenties sur la qualité des apprentissages des élèves. Ce constat a poussé la Chine à financer
lancé ce projet afin de mettre en place un dispositif fonctionnel de formation continue des enseignants basé sur les technologies de l'information et de la communication. L'UNESCO, partenaire technique et financier du système éducatif congolais, est convaincu que la qualité de l'enseignement se mesure par la qualité des enseignants. De son côté, le gouvernement congolais a remercié ces deux partenaires pour leur appui. Pour juguler la baisse du niveau de notre enseignement, le gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions d'apprentissage et d'enseignement. Aussi, depuis 2010, plus de 20 millions de manuels ont été distribués aux élèves des écoles publiques et privées et des guides pédagogiques ont été fournis aux enseignants. Le projet CEFIT concerne 8 pays africains, à savoir la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Tanzanie, la Namibie, l'Éthiopie, le Congo-Brazzaville, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Pour la République démocratique du Congo, 3 provinces sont concernées, Kinshasa, Bandundu et la province orientale. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiative à la nouvelle citoyenneté a lancé ce 16 décembre le projet de renforcement des capacités nationales pour la formation continue des enseignants en République démocratique du Congo, CEFIT. Le projet va permettre l'amélioration de qualité des apprentissages à travers la mise en place d'un dispositif dynamique. Encore une fois, Patricia Molengo-Mbolekuni et Goumson Guilay. 58 millions d'enfants dans le monde n'ont pas encore accès à l'école et en République démocratique du Congo, 3500 millions se trouvent dans le même cas. Raison pour laquelle une action est menée à travers le monde intitulée App of School, entendez, lèvons-nous pour l'école afin de remédier à cette situation. Cette campagne est une action organisée par des ONG et quelques organisations du système des Nations Unies qui militent pour l'éducation pour tous. C'est dans cette optique que le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et l'UNESCO, s'est levé pour lancer cet appel à l'action en signant la pétition mondiale en faveur de l'éducation App of School. L'éducation, c'est la fondation de la réussite. L'éducation, c'est la fondation du progrès. La directrice générale de l'UNESCO, qui a également pris part à cette action, a noté que l'éducation est un droit, un bien public, d'où elle sollicite l'engagement de tous pour la réussite de App of School. D'autre part, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU s'est inscrit dans la même voie, tout en soulignant le travail abattu par le gouvernement congolais pour que les enfants de la République démocratique du Congo aient accès à l'école. AIDS for School, qui organise cet appel à l'action, attend 1 million de signatures de Congolais qui ensuite seront transmises aux leaders du monde. Les hôtes de la République démocratique du Congo ont clôturé leur séjour par un échange avec la presse locale pour faire le point de leur visite en République démocratique du Congo. En éducation, pour terminer ces chapitres, dans le cadre de sa visite de travail à Kinshasa, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a visité EPONEL de Kasavubu, une école financée grâce au partenariat mondial. À l'occasion, de matériel scolaire ont été distribués aux élèves. Patricia Molengo-Mbolekuni et Goumson Guilay. Venu à Kinshasa dans le but d'encourager et appuyer le gouvernement congolais pour les efforts consentis dans le secteur de l'éducation, Irina Bokova et Gordon Brown, respectivement directrice générale de l'UNESCO et envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU en matière de l'éducation, ont eu des échanges avec les autorités de la République démocratique du Congo. Ensuite, la directrice générale de l'UNESCO, accompagnée du ministre de l'enseignement primaire et secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, ont visité l'école primaire ONEL dans la commune de Kasavubu, une école financée par le partenariat mondial. Sur place, Irina Bokova a échangé avec les élèves sur les questions liées à la langue utilisée pour l'apprentissage et les problèmes ayant trait à l'acceptation des diplômes congolais à l'étranger. À ces questions, Irina Bokova a déclaré qu'un enseignement de qualité nécessite une dispensation de cours en langue nationale au niveau primaire. Pour ce qui est de diplômes, il faut que les enseignants soient bien outillés, c'est-à-dire bien formés, a-t-elle affirmé. La directrice générale de l'UNESCO a fini sa visite en distribuant de manuels scolaires, à savoir de livres de mathématiques et des sciences. En dehors de nos frontières, le ministre des médias égyptien Abdel Sadek a expliqué aux journalistes africains le fonctionnement de médias au pays du Pharaon. La rencontre a eu lieu à l'immeuble Maspiro au Caire en Égypte. Dans Momat pour le commentaire. Les 25 journalistes africains ont aussi pris langue avec le ministre égyptien des médias Abdel Sadek.
Le ministre égyptien a affirmé que dans son pays, pour être journaliste professionnel, il faut être affilié à un syndicat. Les correspondants ont des permis d'exercer le travail. L'État a au moins 4000 employés dans la presse locale, 32 centres informatiques attachés dans les ambassades externes, 164 délégués égyptiens dans le monde. Et l'État a un site officiel pour s'informer 24 heures sur 24. Par la suite, la délégation de l'Union des journalistes africains a visité le Nilesat, la cité des productions médiatiques, avec en son sein un centre de tournage et production vidéo, l'imprimerie du quotidien Al-Akbar, l'agence d'information du Moyen-Orient MENA, le quotidien Al-Aram, créé en 1876 avec 12 000 agents qui y travaillent, dont 6 000 journalistes, et les centres de formation des mass médias, avec un regard sur les informations du monde. Il faut rappeler que l'agence MENA est une des grandes agences dans le monde. Un communiqué dans ce journal, la Direction générale de la Société nationale d'assurance SARL informe la population congolaise que depuis le 17 novembre 2014, des inciviques ont créé une page Facebook au nom de Madame Aguito Amela Carole, son directeur général AI. Ces inciviques utilisent ces comptes Facebook aux fins d'escroquer des paisibles citoyens en leur demandant de l'argent contre des prétendus paiement et ou engagement au sein de l'entreprise. Monsieur Paloukou et Madame Charlotte Kalenga utilisent le numéro de téléphone 085 00 28 247 085 00 28 247 pour cette sale besogne. Une plainte a été déposée à la police nationale congolaise et à l'agence nationale de renseignement. La direction générale de la SONAS attire l'attention des autorités et de la population d'être vigilants et de ne pas se laisser prendre par cette bande d'escrocs. Fait à Kinshasa le 16 décembre 2014, Aguito Amela Carole, directeur général. En société, la débrouillardise se porte bien à Kinshasa, la capitale. Binza, Pompage, Atanas et Maurice, tous deux frères de la même famille, ont choisi comme métier la cordonnerie en vue de subvenir à leurs besoins. Suivez ces reportages. Et en sport, le représentant du Comité national de l'Union de footballeurs du Congo a annoncé officiellement la tenue de la 2e édition de l'UFC au mois de décembre. Le caractère spécial de cette édition est que les joueurs évoluant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays seront primés. Les détails dans ce reportage de Ndaye Ilambouchi, Patrick Borel-Munkendi et Tigana Bomoy. Les 33 joueurs actifs présélectionnés pour la 2e édition du trophée de l'Union de footballeurs congolais UFC ont été révélés au public au cours d'un point de presse tenu mardi 16 décembre 2014 à Kinshasa. Les représentants du comité national de l'UFC ont expliqué aux professionnels des médias les objectifs de cette structure qui est la reconnaissance des footballeurs par eux-mêmes, la promotion du sport roi, la valorisation du football et la normalisation de la performance individuelle et collective des athlètes. Nous visons, l'Union de football du Congo vise à récompenser la meilleure équipe de l'année, ou si vous voulez, l'équipe type, donc poste par poste, compartiment d'un terrain de football par compartiment. S'il faut être un peu plus clair, c'est-à-dire du meilleur gardien, en passant par les meilleurs défenseurs, meilleurs milieux de terrain et meilleurs attaquants. Les autres membres de l'UFC ont renchéri. Eh bien, nous avons retenu que les équipes qui prennent part au championnat de la Ligue nationale de football, ce ne sont que ces équipes-là qui vont participer donc à ces votes. Au total, c'est seulement 11 joueurs qui seront retenus pour une équipe type. La soirée des galas pour la remise des prix est prévue le 30 décembre 2014 à Kinshasa, capitale de l'ère de Congo. C'est la fin de ce journal. Toutes nos excuses pour quelques soucis techniques. Restez branchés au programme d'Antena. Au revoir.